Bonjour je ne vais pas dire à toutes et à tous, hein, c'est à toutes pour l'instant. L'idée c'est de parler, de faire le point un petit peu ce matin sur les dispositifs que l'INAO a mis en place pour permettre l'intégration des innovations et des démarches expérimentales, ce qui nous intéresse particulièrement dans les AOP viticoles. Donc peut-être 2 mots pour me présenter avant de démarrer. Moi, je suis Christelle Mercier, je suis déléguée territoriale pour l'INAO, donc l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur la délégation Centre-Est. Et la délégation Centre-Est s'occupe, concernant les AOP viticoles justement, de l'ensemble de ce que l'on appelle le bassin Bourgogne-Beaujolais, Savoie-Jura. Voilà. Peut-être également 2 mots sur le contexte général de la mise en œuvre de ces procédures particulières. L'INAO n'est pas, on va dire, une maison qui vit indépendamment du contexte général des attentes sociétales, que ce soit des attentes en lien avec les évolutions environnementales, que ce soit également des attentes en lien avec la limitation, on va dire, également des intrants, etc. Et donc, l'Institut avait, dès l'automne 2023, mis en place dans les différentes régions des rencontres régionales, justement, pour faire le point, justement, sur la manière dont les signes, en général, les signes de qualité, les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les SIQO, dont s'occupe l'INAO, pouvaient répondre à ces attentes en s'adaptant, et s'adapter, c'est faire évoluer leur cahier des charges. Donc ces rencontres, déjà en 2023, avaient été très bien perçues par les professionnels. C'était avant tout des rencontres à destination des professionnels. Et comme le fonctionnement de l'INAO est un peu particulier, vous le savez, c'est une maison qui est pilotée par les professionnels en termes de gouvernance. Des rencontres à destination des professionnels et au sein desquelles c'était des syndicats d'appellation, donc des ODG, des organismes de défense et de gestion, qui venaient présenter les initiatives qu'ils avaient déjà mises en œuvre. Donc ça avait été fortement apprécié, et dans cette logique et cette dynamique, il faut savoir que l'INAO, donc c'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture, qui dépend du ministère de l'Agriculture, notamment dans son fonctionnement pour une grosse partie de son budget. Et donc, il y a un contrat d'objectifs qui lie en fait la maison, donc l'INAO, au ministère. Ça s'appelle un contrat d'objectifs et de performance. Et le contrat qui est signé de manière périodique à la fois par le président de l'INAO. Aujourd'hui, le président de l'INAO, c'est Philippe Brisbard, qui est un vigneron donc, du Val-de-Loire et le ministre de l'Agriculture. Est un contrat, donc, le plus récent, qui est de 2024 à 2028. Et un des axes du contrat, justement, le principal, c'est l'adaptation de l'ensemble des SIQO aux attentes sociétales au sens large, comme je les ai décrites. Et avec un objectif qui est non négligeable, qui est sans relier les fondamentaux qui sont ceux des signes. C'est-à-dire, oui, pour une adaptation, mais quelque part en conservant, notamment si on parle des AOP viticoles, je pense que c'est important, une identité des produits, une typicité des produits par rapport à ce qui a fondé finalement, qui a légitimé la reconnaissance de ces appellations et qui a fondé leur réussite. Et donc, 2 sous-axes de cet axe principal du COP. La mise en œuvre, en fait, la mise à disposition des professionnels donc, qui sont organisés collectivement dans les ODG, la mise à disposition de nouvelles procédures, donc ce dont je voulais vous parler. Et également, un axe qui est non négligeable et qui fait également écho à ce dont on va reparler, qui est également de développer, pour permettre ces adaptations, développer finalement le relationnel entre l'INAO et la recherche en général, mais la recherche appliquée particulièrement. Voilà pour l'introduction. Comme je vous le disais, la volonté, c'est cette adaptation donc, des cahiers des charges. Donc forcément, la plupart des appellations viticoles aujourd'hui, elles sont reconnues. Donc d'une modification des cahiers des charges pour répondre aux enjeux contemporains. L'idée, c'est de se dire finalement, pour les ODG qui n'ont pas passé le pas, finalement, qui n'ont pas fait le pas encore, finalement, c'est peut-être susciter de leur part de raisonner ce qui pourrait être intéressant dans leur dispositif de production en termes d'innovation
Et pour autant, on présente ça en disant sécuriser les prises de décision du fait des incertitudes, des évolutions liées aux changements globaux. C'est qu'à un moment donné, on peut vouloir tester une innovation et puis se rendre compte, après un certain nombre de temps d'observation, qu'elle n'est pas forcément adaptée ou qu'elle n'est plus forcément adaptée. Donc quand on parle de sécuriser, c'est également avoir une possibilité de retour en arrière en quelque sorte. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un des grands axes du contrat d'objectifs, c'est disposer des connaissances scientifiques sur les évolutions envisagées, donc faire en quelque sorte des revues d'état des connaissances, et pour cela, que l'INAO soit également acteur de la mobilisation des différents organismes de recherche et technique en lien avec les ODG, et donc il sera forcément question par rapport au thème du VINEPKIP cette année du projet général de la filière viticole qui s'appelle Vitiliance, et on est pleinement impliqué également l'INAO dans les Vitiliances et notamment aux côtés des animateurs en région. Ça va être, quand on va raisonner innovation, le cas échéant, mettre en œuvre si besoin une démarche expérimentale. Et donc je vais expliquer en quoi on évoque cette notion d'expérimentation. Il peut y avoir de l'expérimentation, vous verrez la définition qu'on a l'INAO à proprement parler, parce que quelque part il n'y a plus le signe au bout. Et il y a l'expérimentation en lien avec l'innovation qui peut permettre donc de conserver en fait le bénéfice du signe et donc intégrer cela dans les cahiers des charges. Et surtout, je vous disais, et vous le savez bien, les appellations viticoles, c'est avant tout une démarche collective. Et donc la volonté, c'est bien toujours d'être dans une logique de délibération au sein des syndicats d'appellation, les ODG, les organismes de défense et de gestion. Lorsqu'on disposera de protocoles, sur le contenu du protocole, puis sur les résultats obtenus, pour savoir ce que les professionnels veulent en faire. Est-ce que ça s'intègre dans les cahiers des charges? Est-ce que ça ne s'intègre pas? Est-ce qu'il y a des choses qui sont acceptables, d'autres non? Il faut savoir qu'à l'INAO, on a commencé dans le secteur viticole à parler d'expérimentation donc avant les années 2000. Et il y a eu déjà, par le comité, le CNAOV, alors il y a plein d'acronymes, comme beaucoup, je pense, quand on va se succéder en intervenant, on a tous nos acronymes. CNAOV, c'est le Comité national des appellations d'origine viticole. Donc c'est l'instance, on va dire, constituée de professionnels des différentes appellations françaises et qui prend des décisions en termes de reconnaissance des cahiers des charges ou de validation de procédures alternatives comme celle dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc le Comité national vin, dès 1999, avait structuré une possibilité donc, pour les collectifs ODG d'accéder à des expérimentations. Le bémol, c'était en fait que quand on raisonnait expérimentation, c'était forcément en dehors de l'appellation d'origine. En 2018, donc une directive de ce comité 20, encore un acronyme qu'on a appelé la directive VIFA, variété d'intérêt afin d'adaptation, a été validée afin de permettre l'intégration dans les cahiers des charges d'accès à des cépages qui n'étaient pas les cépages jusqu'alors prévus et permettant de ce fait-là de conserver l'appellation. Et finalement, le principe de cette directive VIFA qui a, on va dire, fonctionné, a été élargi de manière plus ciblée, à la fin non ciblée justement, à la fois à toutes les pratiques possibles en termes de viticole ou œnologique, avec la directive donc qu'on appelle DEI, dispositif d'évaluation des innovations. Voilà, donc 3 étapes. On va parler en premier lieu, si vous le voulez bien, donc de la directive qui concerne donc les variétés végétales, donc la directive VIFA. Le principe, c'est l'intégration de nouveaux cépages au sein de l'appellation, comme vous l'avez compris, dans le cahier des charges, pour permettre la revendication en appellation. L'idée, c'est que dans tous les cas, le collectif, afin de permettre l'accès à ces cépages qui n'étaient pas ceux jusqu'alors prévus dans le cahier des charges, doit donc argumenter son choix par rapport à argument tout naturel qui va concerner bien souvent l'ensemble des collectifs. Ça va être une adaptation au changement climatique. Ça peut être bien entendu aussi une réflexion de quelque chose qui sera plus, une variété qui sera plus résiliente par rapport à certaines maladies, on va dire, avec un bémol, parce que les variétés résistantes, elles sont aujourd'hui... Il y a des variétés, des cépages
reconnus par rapport à leur qualité de résistance sur certaines maladies et qui sont des cépages, donc Vitis vinifera, donc tout va bien pour les appellations. Par contre, tout ce qui ne serait pas d'espèce Vitis vinifera aujourd'hui n'est pas accessible dans les appellations. J'ouvre cette parenthèse et je la ferme, puisque c'est une exigence en fait de la réglementation européenne et qui aujourd'hui est posée. Pour être en appellation viticole, vous devez forcément utiliser du matériel végétal Vitis vinifera. L'idée, c'est bien entendu de mettre en place un protocole expérimental, c'est-à-dire on exige d'avoir, et c'est normal, une observation et un suivi avec une caution technique, hein, donc un organisme technique qui va pouvoir être les chambres d'agriculture du secteur, l'IFV ou autre. Et donc de traduire finalement également l'engagement des différents acteurs par voie de convention simple. Et donc cette convention, quand on dit traduire l'engagement des différents opérateurs, c'est finalement l'INAO qui finalement permet cette expérimentation réglementaire en quelque sorte dans le cahier des charges. C'est le collectif organisme de défense et de gestion qui a porté la demande et c'est chaque opérateur qui va souhaiter dans son exploitation planter certaines variétés qui ne sont pas les cépages traditionnels de l'appellation. Alors, traditionnel avec un bémol, j'en parlerai tout à l'heure. Parce que finalement, quand on parle de nouveaux cépages, bien souvent, on a aussi des demandes de collectifs qui visent à demander de réintégrer des anciens cépages dont à un moment donné, les professionnels s'étaient détournés, notamment parce qu'ils avaient des difficultés à mûrir ou autre. Et aujourd'hui, finalement, ils sont parfaitement adaptés par rapport au changement climatique. Si je fais un rapide état des lieux dans la région, c'est ce que je connais le mieux, hein, puisque je vous disais Conseil de bassin Bourgogne-Beaujolais, Savoie, Jura. En appellation Savoie, depuis 2021, on a eu une intégration de 7 nouveaux cépages donc dans les cahiers des charges. Et dans les appellations jurassiennes, on en est également, depuis 22, pardon, excusez-moi, on a également une dizaine de cépages. Et donc là, sur l'ensemble des appellations jurassiennes, toutes n'ont pas modifié leur cahier des charges, mais c'est en passe de se faire. Pour l'instant, la Bourgogne observe et n'a pas traduit de choses de manière, on va dire, formelle, si ce n'est certaines appellations qui commencent à structurer une demande, et notamment les appellations du Mâconnais, puisque les premières demandes on parlera tout à l'heure de Meursault, mais après les premières demandes qui ont été formulées, elles viennent du secteur Mâconnais avec l'appellation Mâcon et Viré-Clessé. À ce jour, de manière globale sur le périmètre national, on a 25 AOP qui sont engagés dans ce dispositif, 150 vignerons, 101 variétés. Alors, vous allez me dire pourquoi si peu. Alors, d'aucuns diront, mais c'est parce que c'est encore trop compliqué. Peut-être, voilà. Je vous donne déjà les questions que vous pouvez poser tout à l'heure. Comme je vous le disais, fort du dispositif en fait du VIFA, la volonté a été d'élargir la chose, de permettre de faire des modifications dans les cahiers des charges le cas échéant pour observer des innovations à d'autres points donc de l'itinéraire technique à la vigne ou à la cave. L'idée, c'est toujours, en fait, quand on va raisonner ces accès à des innovations, de se poser la question au préalable, quand un collectif veut changer une pratique, de savoir si finalement on n'a pas déjà du recul et des données scientifiques qui ont été, on va dire, observées, le cas échéant dans d'autres régions, mais qui seraient transposables. C'est ce qu'on appelle faire des revues d'état des connaissances scientifiques. Et puis l'idée également, c'est toujours que le collectif se pose la question de cette évolution de pratique, est-ce qu'elle aura un impact sur mon produit par rapport à ce que je disais tout à l'heure, son identité, qui est connue par les consommateurs? Et est-ce que cette évolution que je veux mettre en œuvre, elle a bien un lien également avec les enjeux contemporains dont on a parlé, c'est-à-dire avant tout le changement climatique, cette notion de moins de pesticides, etc., etc. Alors on va avoir trois axes en fait de procédures à mobiliser selon justement l'analyse préalable qui doit être faite et qui doit être conduite par le collectif accompagné par l'INAO.
Si on n'a pas du tout d'incertitude, c'est-à-dire qu'on a un fond de connaissances suffisamment étoffé, qu'en plus on sait que la modification n'aura pas d'impact sur le profit du produit, dans ce cas-là, on peut se dire finalement que le collectif, quand il porte sa demande, il va même pouvoir solliciter qu'il y ait une modification directe de son cahier des charges. Si, à contrario, on va considérer qu'on n'a pas suffisamment de données engrangées ou que les données engrangées ne sont pas suffisamment adaptées, on pourrait dire, au contexte particulier de l'appellation concernée. Donc, dans ce cas-là, on va se dire il faut qu'on observe, qu'on évalue cette nouvelle pratique. Et donc, finalement, soit on se dit, on imagine quand même que la pratique pourra être pertinente pour mon appellation, n'aura pas trop d'impact sur ses caractéristiques, etc., etc. Et on va pouvoir mobiliser dans ce cas-là le dispositif d'évaluation des innovations, c'est-à-dire ce dispositif, il sera mobilisé, il sera prévu dans le cahier des charges et donc le produit in fine qui sera élaboré en ayant subi cette pratique innovante. Alors le produit ou une partie des produits, parce qu'on verra qu'il y a des conditions de limitation, sera susceptible de porter l'appellation, pourra revendiquer l'appellation. Soit quelque part, on considère qu'on a des incertitudes, qu'on imagine que la pratique innovante qui va être mobilisée sera vraiment, on va dire, décoiffante, risque d'avoir des impacts lourds sur les caractéristiques du produit, sur même la dimension également économique globale de la filière. Et dans ce cas-là, ça sera de l'expérimentation. Et on voit bien que quand on raisonne expérimentation, ça veut dire qu'on est forcément en dehors du cahier des charges et on ne peut pas revendiquer l'appellation. Donc c'est du vin sans IG en quelque sorte. Et puis après, je crois que ce qui est important aussi, le troisième axe que vous voyez là, c'est en fait revenir sur un des fondamentaux de l'appellation. Je le disais tout à l'heure, c'est quand même avant tout le caractère collectif de la production. C'est-à-dire c'est l'engagement d'une filière qui a un consensus pour produire selon un itinéraire qui est défini dans un cahier des charges. Donc si à un moment donné, la volonté d'observer, de tester une innovation ne relève que de l'intention d'une entreprise, donc dans ce cas-là, de fait, par excellence, c'est de l'expérimentation et c'est hors cahier des charges, parce qu'il ne faut pas perdre cette dimension collective. Alors, quelques exemples de dispositifs d'observation, donc d'évaluation d'innovation d'ores et déjà validés sur le territoire national. Il y a un dispositif de bâchage du sol des vignes dans le secteur Alsace. Vous voyez que quand on a raisonné le protocole à mettre en œuvre et la durée d'observation requise d'un commun accord entre l'organisme scientifique qui encadre, l'ODG et l'INAO, on s'est dit la plupart du temps, quand vous regardez, c'est une observation, ça porte sur la vigne, il faut avoir un recul, tous les millésimes sont différents, on le sait, donc il faut un minimum de durée. Là, on est sur du 10 ans. Vous voyez à contrario que quand on est en fait sur des procédures innovantes qui par contre vont plus être en lien avec le produit lui-même et donc une pratique, on va dire, à la cave, en l'occurrence là c'est une méthode particulière dans le cadre de l'appellation cognac dans la pratique de distillation. Là, on va pouvoir considérer que finalement, on a plutôt reproductibilité sur chaque année des conditions. Et donc là, on peut se permettre d'avoir une durée d'observation qui est plus limitée, qui n'est que de 3 ans. Voilà. Parce que dans les autres, alors ce qui nous concerne particulièrement, c'est encore en cours d'instruction. Alors depuis qu'on a rédigé le petit PowerPoint, c'était mon collègue qui devait le présenter, le référent durabilité qui malheureusement n'est pas dispo, mais depuis qu'il l'a rédigé, il y a le dispositif concernant l'indication géographique Cassis de Bourgogne a été validé. Et pour Meursault et Blagny, on est en passe également d'avoir une validation de ces dispositifs DEI concernant les observations, on va dire, de pratiques alternatives à la vigne pour l'un et à la vigne pour les deux, à la vigne ou à la plantation de cassis pour les deux. Et dans un cas, en fait, on a une diminution des densités minimales, c'est pour cassis. Et dans l'autre cas également, ça touche à la densité pour Blagny-Meursault. Mais dans les deux cas, vous voyez, on est sur de la vigne, on est sur des choses que l'on considère devoir observer sur un temps assez long qui est de 10 ans.
Ce qu'il faut se poser comme question, ça un petit peu, quand on dit formulation claire des hypothèses, conventionnement des opérateurs, on en a parlé tout à l'heure, protocole pertinent, une traçabilité parfaite, une restitution des résultats, ça va être forcément conditionné aux conventions qui sont signées, une information régulière des services, tous ces dispositifs, tous ces critères en quelque sorte, ces niveaux d'exigence qui sont posés par la procédure DEI sont des éléments que l'on porte à la connaissance du collectif de l'ODG et qui quelque part sous-tend finalement dans l'accompagnement des services de l'INAO auprès de l'ODG la réflexion qu'il doit avoir et la structuration du contenu à la fois de ces hypothèses et de comment mettre les choses en musique en quelque sorte. Là, je vais toucher du doigt une problématique qui est souvent peut-être celle qui est la plus sensible pour les professionnels, les collectifs ODG qui souhaitent s'investir dans la démarche, qui est quelque part comment raisonner l'accès à la pratique. C'est-à-dire quand je vous ai dit que pour les VIFA ou pour les DEI, l'enjeu c'est d'intégrer dans le cahier des charges afin d'avoir la possibilité de revendiquer l'appellation la mise en œuvre de la nouvelle pratique, ça veut dire que de fait c'est quelque chose qui va être accessible à tout opérateur. Ça devient accessible à tout opérateur. Pour autant, on comprend bien que comme on veut observer les résultats d'une innovation ou l'impact de l'intégration d'une nouvelle variété, quelque part, il faut encadrer ce que l'on va observer parce que finalement, si tout le monde fait tout, on saura pas, si on n'isole pas des critères et des dispositifs, on ne saura pas quel a été celui à l'origine des modifications observées. Donc on a rapidement raisonné les limitations en fait à mettre en œuvre. Et les limitations à mettre en œuvre, là où je disais qu'il y a le plus de questionnements de la part des collectifs, c'est là. Elles sont de trois natures principales. Déjà se dire que si on met plusieurs dispositions en évaluation des innovations dans le cahier des charges, dans tous les cas, il faut qu'il y ait au maximum une disposition évolutive par catégorie de points du cahier des charges. Quand je dis catégorie de points, c'est à la vigne, on a la densité, on a la variété, on a le cas échéant, les méthodes, on va dire, de conduite également, d'entretien du sol, etc. C'est ça les différents points. Et à la cave, autre chose. De la même manière, je vous disais que les dispositions seront accessibles à tout opérateur, mais si un opérateur veut mettre en œuvre donc, des innovations qui sont intégrées dans le cahier des charges, l'idée c'est qu'il ne mette en œuvre qu'une disposition pour ce qui le concerne, afin que justement, quand on observe les résultats de son itinéraire de production et l'impact sur le produit, on puisse bien dire que ça relève de l'impact de cette disposition stricte, même si le cahier des charges en a intégré plusieurs. Et pour continuer donc, dans les limitations, et c'est là où bien souvent les professionnels réagissent le plus, l'idée c'est de se dire à un moment donné qu'il faut également limiter, au-delà de ces deux critères simples que j'ai décrits, les quantités, on va dire, accessibles en quelque sorte. L'idée c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un dispositif qui est réversible, je ne l'ai pas dit jusqu'alors. L'idée, c'est, je vous ai évoqué la notion des 10 ans quand on est sur des critères qui concernent la vigne et où on peut être sur des durées un petit peu plus limitées quand on est sur des critères à la cave. Mais l'idée, c'est au-delà de cette période de dérouler du protocole, on a un état de rendu des connaissances, mais je crois que j'en parle après, une observation. On va avoir un arbitrage réalisé par le collectif, par l'ODG, qui va finalement conduire à modifier le cahier des charges de manière pérenne, voire plus élargie que ce que l'on a observé, ou finalement potentiellement se dire ce que l'on a observé conduit à considérer que la disposition, elle n'a pas de sens par rapport à notre appellation ou elle est contre-productive. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un dispositif réversible. Donc si on dit que c'est un dispositif réversible, on imagine bien, notamment quand on parle du matériel végétal, qu'il ne faut pas qu'on aille trop loin en termes de libéralisation totale pour un opérateur donné de plantation dans ce cadre-là, parce que finalement, c'est l'engager dans un cul-de-sac, quoi, en quelque sorte. Et voilà.
Donc, on aura forcément une limitation qui sera posée. Et cette limitation, elle doit permettre de se dire qu'il faut au maximum, dans le produit fini qui revendique l'appellation, qu'il y ait 10% en fait de matières premières ou de produits ayant subi l'itinéraire technique qui a été finalement conduit selon la disposition innovante. Et puis on parle des limites quantitatives. Il faut aussi ne pas perdre de vue qu'on a la nécessité toujours d'avoir ces contrôles d'examen organoleptique, y compris sur les produits qui portent l'appellation, voire quand on raisonne les variétés d'intérêt à fin d'adaptation. On demande également que les opérateurs, les professionnels, observent également les résultats également en variété pure. Voilà, ça c'est ce que je vous ai déjà dit. J'ai pas dû relire suffisamment le PowerPoint avant de venir, alors c'est maintenant. Voilà, c'est à la fin de la période expérimentale. L'organisme technique fait le bilan. Et comme je le disais, à l'issue de ce bilan, l'ODG quelque part choisit ou pas de confirmer la modification du cahier des charges en élargissant la pratique ou non. Et j'ai terminé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, cette disposition d'évaluation des innovations, il ne doit pas conduire à ce que les collectifs l'utilisent pour finalement des évolutions de cahier des charges qui paraissent avoir spontanément du sens parce qu'on a un état des connaissances suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois les collectifs, parce qu'ils peuvent avoir des difficultés en fait de débat et de consensus trouvé au regard d'un élargissement notamment du matériel végétal, ils peuvent être tentés, donc là c'est même pas les DEI, c'est les VIFA, mais de se dire on veut observer des choses parce qu'également il y a une limite des quantités, on veut observer les choses dans notre appellation sur un temps donné et on mobilise le VIFA ou la DEI. Alors que dans les faits, parfois, ils sollicitent finalement d'élargir leur cahier des charges sur des variétés pour lesquelles on a déjà une connaissance du comportement de la variété dans la région. Et donc dans ce cas-là, spontanément, par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure, ça veut dire qu'on pourrait avoir une intégration directe de cette variété qui n'est pas celle présente dans le cahier des charges, mais en termes de cépage secondaire dans le cahier des charges. Puisque de fait, quand on a un cépage secondaire, on a une limitation en présence à la fois dans la vigne et également dans l'assemblage des vins. Donc il faut que les collectifs, en fait, ils n'utilisent pas ces dispositifs VIFA et DEI pour, quelque part, pallier leur déficit d'engagement ou de consensus, encore une fois. C'est peut-être ce que tu souhaitais que j'évoque, Caroline.